Tu faisais quoi à Paris? Bon, alors voilà, on va commencer par le commencement. Mon père a pris sa retraite et il a dit qu'il allait finir ses jours en France. Alors, branle-bas de combat, tout le monde est parti avec lui, quoique la maison est restée sur place avec toutes ses affaires et tout ça au cas où. Où ça? À Montevideo. On est parti de Montevideo. Et puis, bon, là, je suis arrivée donc à Paris. À quel âge? J'avais 19 ans et demi, j'ai eu les 20 ans là-bas. Et puis, je voulais m'inscrire. Bon, c'est ça, je voulais faire mes études là-bas, de littérature, mais j'avais d'autres velléités. Je voulais faire du cinéma. Alors, on avait correspondu avec le directeur de ce qui s'appelait l'IDEC, Institut de hautes études cinématographiques. Et la première lettre, nous l'avons envoyée d'Uruguay, et puis on avait demandé qu'il nous réponde au Pérou, parce qu'on allait chercher ma soeur. Et puis au Pérou, alors le type, il a dû s'imaginer qu'on était des riches potentats, tu vois, qui nous déplacions dans l'Amérique latine. Et bon, quand je suis allée le voir, il m'a dit, qu'est-ce que vous voulez faire? Moi, j'ai dit, moi, je veux faire de la réalisation. Ah, il me dit, c'est très bien. Il dit, est-ce que votre père est prêt à investir dans vos films? Oh, je lui dis, certainement pas. Le genre de film que je voudrais faire, c'est un petit peu comme ceux de Cocteau. Ah, il dit, non, c'est pas très commercial, en effet. Alors, si votre père ne veut pas investir, comment est-ce que vous allez réaliser? Ben, je suppose qu'il y aura des producteurs. Il dit oui. Oui, jusqu'à présent, nous avons une seule femme réalisatrice, c'est Agnès Varda, et son mari est producteur. Alors ça tombe bien. Est-ce que vous êtes prête à faire du divan? Je dis, c'est quoi ça? Je dis, accoucher avec des... Ah non, non. Je dis non, non. Bon, alors écoutez, mademoiselle, je vais vous conseiller une chose. Vous ferez script. Ben, je dis, mais ça ne m'intéresse pas. Il dit, c'est le seul débouché pour les femmes qu'il y a maintenant. Et puis là, il m'a dit, moi ce que je vous conseille, c'est de faire votre propédeutique en littérature, et puis après, vous allez voir, après une année, vous allez voir où est-ce que vous en êtes. C'était en quelle année? Hein, c'était en 1960. Et puis, je voulais faire archéologue. Mais manque de peau, quand je suis allée pour m'inscrire, ils demandaient le latin et le grec. Or, je n'avais pas fait de latin parce que quand j'étais petite, à ma classe de latin, le seul professeur de latin qu'il y avait dans le lycée français, je lui ai tiré la langue. Quand il avait le dos tourné, il était en train de regarder dans une vitre, et puis il m'a dit, est-ce comme elle sortait, et vous ne reviendrez plus dans ce cours. C'est ça qui a eu des conséquences désastreuses. Parce que quand tu faisais du latin, tu avais des options, des coefficients intéressants pour la littérature, l'histoire, la géographie. Mais quand tu faisais pas de latin, tu étais inscrit en moderne, c'est-à-dire avec un fort pourcentage en maths, physique, chimie. Ça m'a coulé toute ma scolarité. Et bon, alors donc, pas de latin, pas de grec, pas d'archéologie. Alors, je revenais vers la littérature. Et donc, papa m'avait inscrit à l'Institut catholique de Paris. Parce qu'il pensait que c'était mieux pour une première année que d'aller à la Sorbonne. Là, c'est marrant parce que dans cet Institut catholique de Paris, c'est là où j'ai rencontré ma première maîtresse. Et puis, là, il y a eu une période qui était très, très amusante parce que comme nous avons débarqué, ma sœur avait fait ses études là-bas et puis elle avait un petit appartement qui était vraiment une chambre à coucher et une salle de séjour. Alors on a débarqué là, ma sœur, son fils qui avait même pas un an, maman et papa. Mais à cette distance, tu peux l'enlever ton masque. Hein. C'est ça, je trouve que c'est vraiment trop... Hein. Et puis donc, c'était infernal. C'était infernal parce que le bébé pleurait, papa criait, enfin bref. Alors ils m'ont mis dans une pension
qui était juste à côté de l'Institut catholique. Et puis je suis tombée dans une chambre avec une Portugaise. Et puis il y avait une Brésilienne qui était copine avec. Et puis on faisait les 400 coups dans ce machin-là. Et bon, donc j'ai fait ma propédeutique là. Ensuite, je suis allée à la Sorbonne. Mais je ne m'habituais pas à la France. Hein. Là, je trouvais le ciel trop bas, les rues trop étroites, les gens pas sympathiques du tout, qui me demandaient quand je parlais de quelle région venez-vous avec un accent pareil, tu sais. Ben, je dis, là, moi, je viens d'Amérique du Sud. Ah, vous êtes une étrangère? Non, j'ai dit non, là, je suis française, mais j'ai l'accent qu'on a là-bas. C'est vrai qu'à l'époque, j'avais beaucoup la petite chanson, tu sais, ouais, non, mais qu'est-ce que tu m'as dit? Ça, on va y aller. Non, mais quoi, ça, là, c'est une petite chanson de l'Uruguay, de l'Argentine. Bon, alors je m'y faisais pas du tout. Là-dessus, mes parents ont acheté un appartement à Meudon, où il y avait de la place, c'était très bien. Donc j'ai déménagé là-bas, et puis la fin de la rigolade avec les copines. Tu veux pas d'eau? Prends pas. Non, mais toi, t'en veux? Non, moi ça va. Parce que... Je vais la porter. Non, attends, ça va. c'est parce que j'ai peur de bousculer Voilà. le truc. Je vais apporter les verres. Ah. Merci beaucoup. Très bien entendu. Ah, tu en veux un peu quand même. Voilà. Merci. Alors donc, je vais donc à la Sorbonne. Et puis là, je ne me souviens plus comment, j'ai rencontré des gens, des jeunes, qui avaient une revue correspondante de poésie. Et ils se réunissaient au Soufflot, qui était juste à côté du Panthéon, enfin en descendant. Et bon, j'ai commencé à sortir avec eux. Mes premiers poèmes ont été publiés chez eux. Bon, là, il y avait toute une gang. Il y en avait des étudiants, puis il y avait des gens qui faisaient autre chose dans la vie, mais qui surtout s'intéressaient à la littérature. Bien, là, j'ai rencontré un garçon qui s'appelait Max Allot, qui était poète, qui avait déjà publié un ou deux petits recueils, et puis qui avait l'air d'avoir le béguin pour moi. Et moi, il ne me plaisait pas du tout, il était très gentil, on était très copains, j'aimais ses poèmes, mais il ne me plaisait pas beaucoup. Indépendamment de lui, j'avais rencontré une fille qui était couturière de son métier, mais qui adorait les poèmes et puis qui connaissait des gens là, donc elle faisait partie du groupe, et pour elle, j'ai eu le béguin. Bon, un beau jour, tu sais, j'ai l'habitude de dessiner toujours un bonhomme de profil avec une barbe. Et j'attendais les autres, et puis j'étais en avance, puis je dessinais ça, puis tout d'un coup, j'ai vu une très belle main se poser sur mon dessin et me dire « Vous m'attendiez, n'est-ce pas ?» Boum, je lève la tête, c'était exactement le bonhomme que je dessinais. Voilà. Alors, il était aussi poète et tout ça. Et c'était qui? Hein? C'était qui? Michel Dancel. Par la suite, il a créé une petite maison d'édition et tout ça. Et à l'époque, il écrivait, puis il vivotait avec ce qu'il pouvait, quoi. Mais c'était vraiment un tout petit truc, hein, qui publiait des jeunes poètes inconnus, tout ça. Là. Après, alors bon, là, celui-là, là, il me plaisait, je commençais à flirter avec lui. Et puis un beau jour, il m'apporte, ça faisait un mois à peu près qu'on sortait ensemble, il m'apporte un très beau poème. Il dit voilà, j'ai écrit ça pour toi. Et il y avait le Max qui me tournait autour, que j'ai présenté à Annie, et ils sont tombés amoureux l'un de l'autre, et ils ont fini par se marier. Ah bon? Oui. Et bon. Et moi, j'étais
là, dans le deuil, parce que j'avais une petite amie quand j'étais à l'Institut catholique de Paris, mais elle était bi, elle avait un amant allemand, et puis ils sont partis en Allemagne. Alors moi, là, j'étais comme une âme en peine, etc. Voyage, mes cousins du Brésil viennent faire un petit tour en France, et puis il y a, on passe devant une librairie, puis il y avait un livre de Françoise Daubonne. Allô? Allô? Un cousin qui habitait au Brésil, qui en voyant le livre, il me dit « Tiens, tu vois, elle, je la connais, on a fait la résistance ensemble, à Toulouse ou quelque chose comme ça. » Mais il avait connu Françoise quand il était jeune. Il l'avait connue, il m'a dit tu pourrais t'adresser à elle en lui disant que je suis ton cousin, etc., etc. Puisque tu veux écrire, c'est intéressant que tu connaisses un écrivain. Alors voilà, alors, c'est très bien. Alors j'ai d'abord vu le titre du livre qui était « Je voulais être une femme ». Ah, je me suis dit ça c'est intéressant, peut-être que... Hein, je voulais être une femme, c'était un livre qui racontait combien elle était à côté de la traque avec toutes les nanas qui se maquillaient, s'habillaient, mettaient des talons hauts, etc. Alors qu'elle, elle était plutôt du genre garçon manqué, tu sais. Et puis donc, cette Françoise, je lui ai écrit, je lui ai parlé de mon cousin, etc., etc. Mais elle m'a répondu très gentiment en disant « En ce moment, je suis à Toulouse, mais quand je monterai à Paris, ça me ferait plaisir de vous rencontrer. » Bon. Alors, elle était à Toulouse pour se faire avorter. Et Françoise avait toujours eu le goût pour les jeunes garçons, un peu efféminé de préférence. C'est très drôle. Et puis là, elle était avec un amant qui est devenu par la suite le mari de ma meilleure amie. Et voilà, il y avait eu un accident, puis il était parti à Toulouse faire sa petite affaire. Mais elle avait quel âge? Oh mon Dieu, quel âge elle avait? Il y avait entre vous, comme, je sais pas, 10 ans ou... Non, non, il y avait plus. Elle devait avoir la quarantaine. Ah oui. Il y avait 20 ans de plus. Hein? Il y avait une vingtaine d'années de plus. Oui, c'est ça. Ouais. Elle habitait Paris, dans le quartier de Pigalle. Pas tout à fait Pigalle, mais on montait une rue dont je ne me souviens pas le nom, mais je me souviens que l'autobus montait cette rue et puis qu'on arrivait chez elle au bout de la rue. Et donc elle habitait Paris, mais bon, elle devait avoir quelque chose ou quelqu'un à Toulouse parce qu'elle faisait des fréquents voyages à Toulouse. Elle était écrivain professionnel. Ouais, elle vivait de sa plume, très mal d'ailleurs, parce que pour vivre de sa plume, il fallait qu'elle fasse des livres de recherche commerciaux sur des tas de sujets différents qui lui étaient achetés par des éditeurs. oui. Alors, elle avait toujours beaucoup de travail parce que ses recherches pour ces livres-là, ces livres alimentaires, comme elle disait, et elle écrivait en même temps pour elle. Avant de me rendre chez elle, on s'est rencontrés dans des cafés. Et bon, alors ça a créé une complicité. Et puis là, bon, elle m'a... Je lui parlais que j'étais lesbienne, que si, que ça. Je ne savais pas où trouver des femmes. Alors elle dit, je vais vous présenter une copine à moi qui est journaliste, etc. Bon. Alors elle m'a présenté cette copine, Chantal Dauge, mais je ne sais pas si elle vit encore. D-O-G-E? D-A-U-G-E. Ah oui. C'était une pied noire. Elle me parlait tout le temps d'une amie très belle qui s'appelait Rachel. Et puis, bon, on a eu quelques mois, on est partis en vacances, chacune de son côté. Elle prétendait qu'elle était partie en vacances pour chercher la femme d'un sculpteur qui avait le béguin pour elle. Et bon, ben, ça va. Et quand on est revenu, et je ne sais pas pourquoi Françoise, elle rigolait tout le temps quand je lui disais... elle m'énerve avec une amie très belle, elle s'appelle Rachel. Elle rigolait, elle disait rien. Mais elle était au courant. J'arrive donc, je donne rendez-vous au Flore. Et
moi j'arrive en avance et puis Pour rencontrer qui? Chantal. Ah, d'accord. Et puis qu'est-ce que je vois à la place de Chantal qui se ramène la Rachel que je connaissais par les photos. Ah. Et elle me connaissait par des photos. Waouh. Alors elle arrive à côté de moi et C'est bon, comme l'Internet avant l'heure, quoi. c'est ça, c'est ça. Et bon, hein, elle s'assied, et vous attendez Doge. Je dis oui, c'est ça. Et là, ben, je lui dis, mais Rachel, je vais lui poser la même question. Elle dit qui, moi? Ben oui, mais je suis pas avec elle, moi. Ben, elle passe son temps à me le dire. À vous dire quoi? Ah oui, j'ai une amie très belle, qui s'appelle Rachel. Elle va voir ce qu'elle va voir tout à l'heure quand elle arrivera. Quand Chantal arrive, je la vois de loin, qui me voit et fait ça, tu sais, l'horreur. Alors quand elle arrive à côté, il y a Rachel qui lui dit alors madame, on se vante. Bref, elle racontait ça pour se faire l'intéressante. Mais je vais te prendre Rachel. Rachel, on l'a raccompagnée à son hôtel et puis dans la voiture, elle a passé sa main derrière et puis elle m'a serré la main. Tiens, tiens, tiens. Donc, C'est ça comme c'est. quand elle descend, elle me donne sa carte avec le numéro de téléphone de l'hôtel. Et puis elle me dit chambre numéro tant. Ok, bon. C'était quel hôtel? Rachel Salik était comédienne. Son père était diamantaire, il avait pas mal d'argent. Bon, alors à l'époque, elle était diamantaire, elle était comédienne. Et puis par la suite, une vingtaine d'années plus tard, elle est devenue metteur en scène. Metteur en scène, et d'ailleurs, elle a joué une pièce de Michel Causse. L'histoire comment ça s'appelle, de Juna Barnes, non? Non, comment Oui, c'est ça. c'est ça? Euh, Bon, alors c'est pour te dire que là, j'ai commencé elle m'a demandé de rompre avec Chantal, j'ai essayé, j'ai pas pu. Et mais puis, combien de temps ça a duré? 6 mois. Avec, Ah oui, avec Rachel? avec Rachel, ça a duré 6 mois. 6 mois. 6 mois parce que elle a fini par trouver quelqu'un d'autre parce que je n'arrivais pas à rompre avec Chantal. Ah oui, je vois. Mais tout ça, tu avais 20 ans. Oui, Ouais, 20, 21, ouais. Et là, pour retourner à Daubonne. Oui, Daubonne. Il y avait beaucoup de gens, tu dis, qui venaient, qui défilaient chez Oui, elle. il y avait des gens qui avaient réussi, comme le Jean-Claude Boyali, il y en avait d'autres qui Ils avaient... étaient tout jeunes, tout ce monde-là. Non, 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 eux, ils avaient 30, 40 ans, Ah oui, et il y en avait même qui étaient plus vieux. Le sculpteur, par exemple, dont je ne me souviens pas le nom du tout, lui, il avait dans la soixantaine. ah oui. Mais c'était très, très varié. C'était des artistes, c'était des intellectuels, c'était des comédiens, il y avait des peintres, il y avait un sculpteur. Donc c'était vraiment dans le domaine créatif, pas des professeurs. Non, 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 il n'y avait pas de Tout professeur tout du tout. des- Non. Des créateurs. D'ailleurs, Françoise avait horreur des professeurs. D'accord. Et bon. Super. Ouais. Bon. Et donc là, tu as connu, tu es resté à Paris combien de temps? Et combien de temps vous êtes fréquentés comme ça? Avec Françoise, ben, on s'est fréquentés jusqu'au moment où je suis partie pour la Guadeloupe, c'est-à-dire en 65. 5 ans donc. C'est ça, à peu près. À peu près. Hola, ¿qué tal? Hello. Hi. Et bon, et donc pour retourner un peu à ses idées avant-gardistes, parce que là, quand ils te disent l'écoféminisme, c'est d'une modernité maintenant incroyable, Oui, et son projet de muter vers une société autogestionnaire fondée sur l'égalité des sexes, des peuples et la préservation de la nature. oui. Tout ce qu'on vit maintenant fait largement écho aux idéaux de la décroissance. Donc, elle était tellement à l'avance. Mais oui, mais je ne sais pas comment dire. Oui, maintenant c'est très à la mode, mais ça avait déjà commencé avant. Ça avait déjà commencé. Françoise adorait la nature. Le plus loin qu'on pouvait aller quand on était à Paris sans voiture, c'était le Luxembourg, tout ça. Mais c'était. Puis là, je l'entendais râler parce que regarde.
regarde ce qu'ils ont fait, ils ont coupé cet arbre, les imbéciles, enfin bon, toute une série Bon, ça me semblait normal. Bon, puis c'est évident qu'on rêvait tous d'une société égalitaire, hommes, femmes, etc. Elle, c'était homme, femme, homosexuel, travesti. Elle allait souvent dans un petit bar à Pigalle où il y avait des travestis qui jouaient et pour lesquels elle avait le béguin, parce que ce qu'elle me disait, c'est ça, il y a les hommes qui sont plutôt machos, il y a les femmes qui sont des femmes. Nous, on est au milieu. Bon, ben toi, au moins, tu aimes les femmes, tu sais que c'est ça. Tu n'aimes pas les hommes. Ben, moi dans le temps, j'ai couché avec une femme, mais ça me faisait pas... Ça faisait pas mon bonheur. Et c'est pour ça qu'elle cherchait d'ailleurs des jeunes qui étaient plutôt d'un style un petit peu féminin, quoi. Le François en question, qui était musicien, c'était un garçon qui était gay, qui avait eu une aventure avec elle, qui avait eu une aventure avec d'autres femmes. Il était plutôt entre les deux. Bon. Et elle a été la défenseur de la cause homosexuelle. Oui, bien sûr, oui. Dans certains livres. Ça, c'est sûr. Et je ne sais pas si j'avais écrit là-dessus, mais dans Je voulais être une femme, il y avait toutes ces réflexions-là, quoi. Et pourquoi est-ce qu'il faut qu'elle soit typique à ce point, que les nanas, c'est telle chose, elles se rendent esclaves de la mode, toutes ces idées-là qui sont revenues, qui vont, qui viennent. Dans les années 60, Françoise Daubonne se consacre presque exclusivement à l'écriture. Oui. Autodidacte, elle publie énormément dans tous les domaines littéraires, aussi bien des romans que de la poésie, des pièces de théâtre et même de la littérature jeunesse ou de la science-fiction. Elle multiplie également les essais dans lesquels il est question d'émancipation des femmes, des hommes, de la liberté sexuelle, comme Eros Noir. Ah oui, Eros Noir, je pense que oui, je l'avais lu. Y a-t-il encore des hommes? Ah, ça aussi, oui. Eros minoritaire. Oui, celui-là, je pense que oui. Alors, ce dernier ouvrage, paru en 70, est consacré à l'histoire de l'homosexualité masculine. Et Françoise Daubonne considère cette dernière comme la quintessence de la transgression. C'était ça. Oui. Et là, il donne un extrait. Et bon. Et oui, non, elle écrivait tout le temps, mais comme je te dis, il y avait les romans alimentaires, les essais alimentaires, c'était des trucs de recherche sur des tas de sujets très... j'avais lu un roman de science-fiction qu'elle avait fait. Où il y avait effectivement des échos écologiques. C'était une société... Alors, je ne me souviens même pas du titre. Voilà, si tu veux regarder ici, il y a la liste un peu de... Bon, le féminisme ou la mort, je l'ai lu à Montréal. Écologie et féminisme, ça, je ne l'ai pas lu. Le sexocide des sorcières. Mais ma question, justement, porte sur son influence sur toi. Est-ce que tu considères qu'elle a eu une influence sur ta pensée? Non. Oui et non. Enfin, c'est-à-dire... Parce que tu t'es orientée par la science-fiction. Qu'elle pensait, hein? Tu t'es orientée aussi dans la science-fiction à un moment. Ah oui, mais ça, c'était pas à cause d'elle, ça, c'était à cause de mon frère, qui était un passionné de science-fiction. C'était une amitié? C'était une amitié. Physiquement, elle ne me plaisait pas du tout, puis moi non plus. Elle m'avait présenté cette Chantal. Ensuite, elle servait de mouchoir pour consoler mes larmes. Bon, quand je lui avais dit l'histoire de Rachel, elle avait ri en disant je le savais. Mais je voulais voir jusqu'à quel point vous étiez naïve. Bon. Non, je ne peux pas dire qu'elle ait une influence sur moi. Je pensais déjà ce qu'elle pensait. J'osais pas le dire, moi j'avais 20 ans, je ne savais pas comment l'exprimer. J'avais pas d'auditoire comme elle, tu vois.
Et à partir du moment où quelqu'un a un auditoire, elle peut répandre ses idées, ses pensées, etc. Et quand on te dit, par exemple, un écrivain ou une personne réelle que tu as connue qui a eu une influence sur toi, sur ta pensée, est-ce que tu peux nous dire quelqu'un? Dans ta jeunesse? Oui, oui, dans ma jeunesse. Ben, il y avait Jean-Jacques Gaucher. Oui, bien sûr. Il y a eu un autre professeur qui s'appelait Marguerite Dupré. Qui a pu avoir... À Paris? À Paris. Est-ce qu'il, dans tes cours, est-ce qu'il y avait... Qui étaient tes profs à Paris, en fait? En littérature? Si j'ai quelqu'un... mais on ne peut pas dire qu'il ait eu de l'influence. C'est quelqu'un... Le seul amant que j'ai eu, et qui n'était pas complètement mon amant d'ailleurs, que j'avais rencontré dans une boîte de lesbiennes, qui s'appelait Henri Ginel, et qui était professeur à la Sorbonne, en littérature comparée. Il y avait aussi Jean Cocteau surtout. Ah, tu l'as rencontré? Non, je ne l'ai pas rencontré, je l'ai lu. Oui. Et pendant 6 mois, je lui ai écrit des lettres anonymes, sans donner de nom, sans donner d'adresse, parce que j'avais trop peur qu'il ne réponde pas. C'est trop intéressant. Et donc puis, tu l'idéalisais, quoi. C'était ton idéal. C'est pas la peine de l'idéaliser. Il était un génie. Il enfin, représentait... et son écriture, et moi aussi, d'ailleurs. Et son art, et ses dessins, et tout ça, pour moi, c'était vraiment quelqu'un de fascinant. C'est drôle. Et à part ça, ils étaient tous morts. Ceux qui m'ont influencé. J'ai eu une grande admiration pour Stendhal, pour Victor Hugo. Oui, mais c'est des gens qui sont morts. Qui sont morts, c'est ça. Mais des vivants, honnêtement, je ne me souviens pas. Je me souviens pas. Bah, Jean Cocteau était encore vivant. Hein. Une personnalité féministe, par exemple. Il n'y avait pas... Non, à part Françoise d'Aubonne, non, Simone de Beauvoir? Écoute, Simone de Beauvoir, je ne l'avais pas vraiment lu. J'avais lu des trucs de vulgarisation de Simone de Beauvoir. Tu aurais pu la rencontrer à cette période-ci. Elle était vivante encore, oui. Mais non, mais c'était un monstre sacré, Simone de Beauvoir. Ah oui, c'était déjà... Attends, laisse-moi réfléchir. Et parmi les hommes de l'époque, Deleuze, je ne sais pas moi... Ah non, ceux-là, je l'ai lu. J'étais déjà en réaction. Dans les années 60, c'est là où le structuralisme a commencé. Barthes et tout ça. Je les ai pas lus à cette époque-là. Je les ai lus seulement quand j'ai fait ma thèse. Ok. Et ta thèse, tu l'as fait là-bas? Non, je l'ai faite ici. Ah oui, c'est ça. Je l'ai faite ici. C'est vrai. C'est ça. Non, là je faisais surtout la licence, moi. Voilà. J'avais un cours de littérature comparée. Ah oui, ça, Étiamble. Bien sûr. Ah oui, je l'ai eu comme professeur. Je connais Étiamble. Hein, il était très bien, Étiamble. C'était la littérature comparée. Oui. Et puis, son grand écrivain, c'était Rimbaud. Oui, ah oui, d'accord. Bien sûr, il est toujours... on le lit encore. Oui. Il vit encore? On le lit. Ah, on le lit, oui. Oui, Étiamble, je l'avais sur un cours sur Rimbaud, d'ailleurs. Et puis, c'était très, très drôle, parce que je n'étais pas une bonne étudiante du tout. Hein. Je faisais le minimum, puis pour le reste du temps, je m'épivardais à gauche et à droite. Et puis j'achetais les fascicules. Or, le jour où j'ai eu mon examen avec Étiamble, j'avais été passer la nuit à faire l'amour avec Chantal, et qui habitait à côté de la Sorbonne, d'ailleurs, pas tellement loin, enfin du Luxembourg. Et je suis arrivée à pied, tard, en retard. On m'avait appelé pour la 3e fois. Et j'étais complètement dehors de la traque. Et puis, Étiamble m'a dit, vous n'avez pas l'air dans votre assiette. Alors là, j'ai inventé toute une histoire bizarre de train que j'avais perdu, de ceci, que j'habitais Meudon, tout ça. Alors bon, il a coupé court, il m'a dit, est-ce que vous avez lu Rimbaud? Ah ben, j'ai dit, ah oui, ça, pour l'avoir lu,
Je l'ai lu et puis je lui ai raconté une histoire de jeunesse que j'avais avec une copine brésilienne où on avait fait des exercices de spiritisme bizarre, tu vois. Et puis autour de Verlaine, Baudelaire et Rimbaud. Et ma copine se prétendait la réincarnation de Rimbaud et elle avait décrété que j'étais celle de Verlaine. Et puis on faisait des sortes de rêves éveillés en s'hypnotisant avec une bague qui faisait des reflets sur le mur. Et puis Rimbaud apparaissait souvent. Il envoyait des messages. Ma copine, elle avait raté son bac et puis elle laissait C'était une très belle fille qui habitait le Brésil et puis qui écrivait des choses très étonnantes. Elle a d'ailleurs rencontré Michaud, qui admirait beaucoup ce qu'elle avait écrit, et puis elle a épousé Pierre Bettencourt, qui était un ami de Michaud, bon, par la suite. Et alors donc, moi, je dis oui. Alors elle dit, racontez-moi tout ça. J'ai raconté tout ça. En riant un peu de moi, parce que quand même, j'avais été naïve et tout. Et puis, des textes qui apparaissaient, qui ressemblaient à des textes de Rimbaud, Une saison en enfer, etc. Ben écoute, il m'a fait passer mon examen. Et, parce que oui, non seulement je l'avais lu, mais je l'avais fouillé, mais j'avais aucune option littéraire, classique, mais c'était quelque chose qui avait été vécu et qui... Est-ce que quand tu as quitté Paris... Alors attends, j'en ai une autre à te raconter. Oui. Alors j'étais en chagrin d'amour parce que Rachel m'avait laissé tomber et j'étais allée dans une boîte, la seule boîte de lesbiennes que je connaissais, qui s'appelait le Pouce au Crime. Et le Pouce au Crime était une boîte de lesbiennes, mais qui recevait des hétéros. Dans quel endroit? C'était dans le quartier latin, mais je ne me souviens plus de la rue. Ça va. Et c'était une petite boîte qui avait 2 étages, un bar en haut, puis en bas il y avait une salle de danse, des trucs comme ça. Alors moi j'étais dit, la première qui tombe, j'étais pas très débrouillarde à l'époque, hein. Je ne savais pas comment faire, ni rien. Alors il y a un monsieur qui vient s'asseoir à ma table et qui me dit, vous êtes seul, vous attendez quelqu'un? Non, enfin bref, alors on commence à parler, puis à danser, puis à flirter, puis... Et puis il me dit, mais qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis étudiante. Je dis, oui, où ça, à la Sorbonne? Et qu'est-ce que vous avez comme cours? Je dis, littérature comparée, lettres étrangères, etc. Ah oui, vous suivez des cours de littérature comparée. Et puis, est-ce que vous connaissez Henri Gidel? Je dis oui, c'est des amphithéâtres tellement pleins que j'ai acheté les polycopiés. J'entends rien de ce qu'il dit et tout ça. Ah bon, c'est pour ça. C'est pour ça que vous ne me reconnaissez pas. Je dis pardon. Il dit, je suis Henri Gidel. Oula. La tuile. Ce type-là, il avait une Nash. Tu sais, ces grandes voitures américaines dans Paris. Je ne sais pas comment il stationnait, je ne sais pas comment il circulait. Comment tu l'appelles? Henri Gidel. Non, La Nash. 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 C'est une voiture américaine qui était très, très réputée à l'époque. Et puis bon, j'ai fini dans son lit. Hein. J'ai fini dans son lit. Étonnant. Puis, hein? Étonnant. Très étonnant, mais enfin, c'est pas allé jusqu'au bout parce que... Mais il était jeune alors? Il avait une trentaine, 35. Et là, j'ai dit, bon, là, il va falloir, le matin, il va falloir que j'appelle ma sœur, qui va encore me dire que je suis chez une femme. Donc, je dis, il me dit, attends, on va faire ça. Alors, je téléphone, il prend le téléphone, mes hommages, madame. Oui, à qui ai-je le plaisir, enfin bon, bref. Et il dit, voilà, depuis la nuit dernière, je suis l'amant de votre sœur. Pardon? Alors,
C'était très comique. Alors ma soeur me dit, mais si c'était pas lui qui avait parlé le premier, je ne t'aurais jamais cru. Bon. Alors je vais la reconduire chez vous. Bon, ben alors il dit, ma soeur, vous resterez bien déjeuner, hein? Ben oui. Alors on est parti à Meudon, il est resté déjeuner, puis bon, il nous a trouvé drôle. Puis dans l'après-midi, il me dit, écoute toi, t'es marrante. Tu sais, moi je fais des dialogues pour Bourvil, et puis quel autre c'était? Il me dit, tu devrais m'aider pour les paroles, des gags. Bon, alors oui, on s'est revus sur ce plan-là, mais pas sur l'autre. Alors on avait fait quelques sketchs, on a écrit quelques sketchs ensemble. Et quand est-ce que tu as quitté alors la France? Eh bien, voilà, c'est après la mort de mon père, ma mère avait décidé qu'elle allait venir vivre avec moi. Et moi j'étais avec une femme, et puis on était très emmerdés parce que là, ça allait compliquer nos relations, etc. Et cette femme, une Espagnole qui enseignait l'espagnol en France, elle était au pied du mur parce qu'il fallait prendre la nationalité française pour enseigner. Alors que dans les colonies, les départements d'outre-mer, on pouvait. Alors elle m'a dit, ben écoute, on pourrait peut-être partir à l'étranger. Et c'est là où on s'est embarqué dans cette histoire, une école privée à Pointe-à-Pitre,